Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je vous invite à un anniversaire, celui du scoutisme catholique français. C'est en effet entre 1920 et 1923 que grâce aux jésuites Jacques Sevin et aux chanoines Cornette, les scouts de France, puis les guides de France virent le jour. Ils emportaient dans le catholicisme une pédagogie pour la jeunesse dont Lord Baden-Powell et d'une certaine façon Pierre de Coubertin furent les précurseurs. En 100 ans, les différents mouvements se développèrent, connurent un premier âge d'or dans les années 50, puis de graves divisions dans les années 60, et finalement un renouveau au début du XXIe siècle. Nous allons remémorer ensemble toutes ces péripéties en compagnie de mes deux invités, le père Yves Combeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicain, vous êtes historien, vous êtes conseiller éditorial au Jour du Seigneur, et vous êtes également aumônier scout. Et puis, monsieur Christophe Carichon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien du scoutisme, quant à vous. Alors, peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de mon lancement ? Et puis, je vous ai senti tiquer quand j'ai parlé de Pierre de Coubertin. Ça va peut-être nous permettre de mettre en scène ce premier temps de fondation du scoutisme. Lord Baden-Powell, ça va ? Oui. Ça va. Oui. Mais Pierre de Coubertin... Oui, comment rendre un invité antipathique à la première question ? C'est que les historiens sont très tatillons, donc on passe notre temps à vérifier les dates, à vérifier les noms. Ouais. Bon, Coubertin fait partie des initiateurs du scoutisme en France, puisque au début, ça n'a pas été un mouvement, mais une multitude de toutes petites associations qui se sont en général agrégées les unes aux autres. Simplement, Coubertin, bien que son nom soit extrêmement connu par ailleurs, sa tentative scout n'a pas été un succès, loin de là. Et c'est une phase du personnage qui, pour nous, catholiques, n'est pas la plus agréable, c'est qu'il est très, très anticlérical et qui conçoit explicitement un mouvement non chrétien, voire antichrétien. Par contre, Lord Baden-Powell... Pas de problème, évidemment, puisque c'est lui qui a l'idée de ce scoutisme pendant la guerre des bourgs en Afrique du Sud, où il va utiliser des jeunes gens de la garnison, des enfants de la garnison de Mafeking, pour justement faire des travaux d'exploration sur les troupes ennemies qui assiègent la ville. Et de là, revenant à Londres, en effet, il va mettre sur papier ces techniques d'éclaireur qui donneront plus tard le livre Scouting for Boys. Oui, parce que scout en anglais, ça veut dire effectivement être un éclaireur. C'est ça, un éclaireur. Oui. Oui, pardon. Donc il y a quand même une origine militaire. Tout à fait. Ouais. Oui. Tout à fait, il y a une origine militaire et puis on trouvera énormément de militaires dans les premiers mouvements scouts. Bon, vous avez parlé de Coubertin, mais pour les éclaireurs de France, par exemple, le lieutenant de vaisseau Benoît, qui mourra sur le front en 14. Et puis, dans le cas du scoutisme catholique, les 3 premiers chefs scouts sont des généraux. Couverts de gloire, le général de Mauduit, le général de Salins et puis le général Lafont. L'idée, c'est quoi ? C'est de former des petits militaires ou de futurs petits militaires ou pas du tout ? Parce que c'est souvent ça qu'on entend en disant... C'est intéressant, l'uniforme est trompeur, mais Baden-Powell prend une expérience militaire comme ce qu'on appelle techniquement un récit étiologique. C'est-à-dire c'est le récit à l'image duquel on va construire quelque chose. Mais on ne va pas reproduire la guerre des bourgs. Ouais. Baden-Powell lui-même évolue au cours des années 10 et 20 vers un pacifisme de plus en plus résolu, explicite. Et son expérience scout, à proprement parler, n'est pas celle de la guerre des bourgs. Elle est celle qu'il fait dans la paix d'une île du sud de l'Angleterre avec des garçons volontaires. Et il leur propose des techniques, des images, des récits inspirés de l'héroïsme guerrier, mais tournés dans un tout autre sens, qui est un projet éducatif, un projet de paix, un projet pour des adolescents dans des sociétés occidentales. Et la confusion vient du fait que le garçon aime bien... Oui, bien sûr. On va bientôt avoir le scoutisme des filles, mais le garçon aime bien se projeter en soldat, il aime bien ce discours-là, il aime bien l'uniforme, puisqu'en fait il aime tous les costumes qui lui permettent de se trouver un visage, de se trouver un rôle, de se définir de s'identifier, dans le groupe, de s'identifier. Et donc, on va volontiers jouer les petits soldats. Mais ça n'est qu'un jeu. Moi, je sais bien que lorsque mes scouts concrets sont déguisés en soldats de Napoléon avec des sabres en bois qui font 1,20 m de long et se flanquent des peigniers au fond des bois, ils n'ont pas un seul instant l'idée qu'ils sont militaires. C'est des gosses qui jouent. Mais il a fallu en sortir quand même, parce que les premiers éclaireurs
et également à Saint-Honoré-des-Laux. C'est vrai que l'un des premières troupes catholiques en 1916, avec les frères Causse, c'est vrai qu'on aimait beaucoup singer, c'est le cas de le dire, l'armée, parce qu'on était en pleine guerre 14. C'est ça, on est à l'arrière, on est en pleine les bataillons guerre 14. scolaires, etc. Oui, bien sûr. Vous avez lâché le mot, on est à l'arrière. Et donc, en fait, beaucoup de patronages catholiques avaient développé des sociétés de préparation militaire, dans les années 1905-1910, en prévision d'une guerre dont tout le monde savait qu'elle viendrait. Et logiquement, les premières troupes scouts étaient un peu ambiguës, puisqu'il y avait aussi cette dimension de préparation militaire. Un des fondateurs des Scouts de France, l'abbé d'Andréis, à Nice, c'est un cercle de préparation militaire qui est inscrit comme tel et agréé par l'armée. Les éclaireurs des Alpes. Et à Paris même, ça dépend un peu des fondateurs, mais oui, il y avait cette ambiance-là. Et juste après la guerre de 14, au moment où se créent les Scouts de France et les autres mouvements, où se cristallise le scoutisme, il y a un véritable souci de se désengager de ce qui commençait à sentir un peu le militarisme. De mettre au point des méthodes propres pour une société de paix. Et si les généraux rentrent dans le mouvement, et puis d'autres officiers, c'est aussi parce qu'ils y trouvent un mouvement patriotique, mais en effet, sans vouloir en faire de petits régiments. Alors, je l'ai dit, le fondateur, c'est le père Sevin, c'est le chanoine Cornette. Pourquoi est-ce que tous ces mouvements dont vous parlez, qui datent d'avant ces années 1920, on ne les prend pas en compte d'habitude ? Qu'est-ce que font d'ailleurs le chanoine Cornette, le père Sevin, et puis un troisième personnage dont vous allez nous parler. Et un quatrième et un cinquième, je viens de citer l'abbé d'Andréis. Oui. En fait, la création des unités scouts dans le monde catholique n'allait pas vraiment de soi, puisque la proposition qui venait de Grande-Bretagne était étrangère et protestante, ce qui fait beaucoup, bien que les Anglais soient nos alliés. Et donc, du côté catholique, on a reçu la chose avec un mélange d'intérêt et de méfiance. Et c'était des initiatives locales, le plus souvent au sein des patronages, des écoles, etc. Et l'idée est assez rapidement venue d'une fédération. Mais sur quelle base ? Avec qui ? Selon quel programme ? Et quelle est la position par rapport à l'Église ? Si vous créez quelque chose de catholique, ça veut dire que l'Église le tamponne quelque part. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement d'évangélisation, c'est un mouvement d'éducation, c'est ouvert aux seuls baptisés, c'est ouvert aux non-baptisés. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce qu'on applique la pédagogie anglaise et protestante de Baden-Powell intégralement ? C'est ce qui sera retenu. Ou bien est-ce qu'on ne le fait que partiellement avec d'autres adaptations ? Vous voyez que toutes les alternatives, et elles sont très très larges, sont possibles. Et un certain nombre de fondateurs, disons, d'unités locales, à Paris, à Lille, c'est le père Sevin, à Nice, le père d'Andréis, au Creusot, André Faure, décident de fonder une fédération où, on sera catholique, avec des aumôniers. C'est-à-dire que, par conséquent, le mouvement sera ouvert à l'immense majorité des jeunes Français, mais pas à tous, puisqu'on y vivra catholiquement. 2, on appliquera la totalité de la méthode éducative de Baden-Powell. Ce qui, de fait, va faire que d'Andréis, qui est un des fondateurs, se retirera très vite. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Et d'autres encore. Et 3, on va essayer que cette fédération soit la seule fédération catholique nationale, c'est-à-dire qu'on va absorber ce qui existe déjà, puisqu'il y avait beaucoup de petites choses qui existaient déjà. Sachant qu'il se passe à peu près la même chose chez les protestants, chez les israélites, chez ce qu'on va appeler par défaut les éclaireurs de France, qui sont non confessionnels. On arrive au schéma tout à fait classique, très français, où chacun est bien dans sa petite case, éclaireurs de France, israélites, unionistes, c'est les protestants, scouts et guides de France. Alors, c'est quoi la fameuse méthode de Baden-Powell ? Et pourquoi le père Sevin Le père Sevin est un jésuite donc, qui a étudié à l'étranger suite évidemment aux lois anticléricales d'avant la guerre, et puis qui va découvrir, c'est un angliciste aussi, il va découvrir le scoutisme un petit peu par hasard, va faire un voyage en Angleterre, et enthousiasmé par la méthode c'est la vie, c'est l'éducation, la coéducation des enfants, des adolescents par eux-mêmes, avec l'importance du système des patrouilles, et puis une certaine... plusieurs cérémoniaux, dont la promesse, dont une loi qui représente un petit peu un code d'honneur. Et le père Jacques Sevin va catholiciser cette méthode, la méthode de Baden-Powell.
avec le chanoine Cornette aussi, qui lui va rencontrer des jeunes, les frères Causse dont je parlais, qui avaient découvert le scoutisme en Égypte, auprès d'une troupe internationale, justement, mélangeant protestants et catholiques, et qui vont inciter le chanoine Cornette à fonder une première troupe catholique. Voilà. Donc la méthode, c'est ça, hein, mon père. C'est une promesse, c'est un système des patrouilles, les grands qui s'occupent des petits, et puis cette auto-éducation des jeunes par les jeunes. C'est encore le cas. C'est encore le cas dans la plupart des mouvements. Oui. Pas tout à fait dans tous, mais dans la plupart des mouvements. C'est ça qui est bien avec les scouts, c'est que quand on commence à dire quelque chose, ça marche, mais pas toujours. Il faut dire que pour un mouvement de cette taille, de ce succès, de ce durée, c'est ça qu'il faut dire. Il était évident qu'il y aurait des divergences. Oui. En fait, le Percevin n'est pas tous les scouts de France. Comme toujours, on a tendance à concentrer son regard sur une figure un peu totémique, il faut être franc. Le Percevin a beaucoup fait. Mais l'instinct principal du Percevin, sa grande force à mon sens, c'est que la méthode de Baden-Powell est une méthode naturelle, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire, je prends des ados, je les sors de la cité de Londres, je les mets dans un univers artificiel, enfin artificiel pour eux, mais naturel en réalité, c'est-à-dire je les mets sur une île. J'enlève les adultes, j'enlève la maison, j'enlève le confort, j'enlève le travail, j'enlève la société, j'enlève le costume qu'ils portaient, qui était un costume de petit monsieur, j'enlève la cravate. Je leur donne un costume pratique, béjasse, qui peut se tacher facilement. Ils font du feu, ils dorment sous la tente, ils mangent à leur faim, ils sautent dans les arbres, ils rient, ils plongent, ils courent, ils rigolent. Et je vois ce que ça donne. C'est-à-dire ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie, ce dont ils rêvent. Et là-dessus, j'accorde ma pédagogie. Ils rêvent de dépasser les limites. Moi, je vais leur proposer de se dépasser. Ils ont tendance à reconstituer des hiérarchies naturelles, puisqu'il y a toujours des dominants et des dominés dans un groupe. Donc, je vais instituer une hiérarchie très souple avec, en fait, le chef sera l'aîné, le chef de patrouille. Ils ont un échelon, comment dirais-je, une masse critique au-delà duquel il y a moins d'intimité. C'est-à-dire, entre 6, 7, 8 jeunes, on échange beaucoup, au-delà, on n'échange plus. Donc, je vais faire un groupe de taille jeune, c'est-à-dire la patrouille, et ainsi de suite. Et plus je renaturalise le jeune, plus je l'ôte à l'artifice de la cité, plus je le rends à lui-même et à ce qu'il est profondément, et là il y a un optimisme de Baden-Powell, qui est que l'homme est fondamentalement, pour Baden-Powell, un être bon, et qu'en fait le rendre à sa nature, c'est le rendre à sa bonté. Alors ça ne se fait pas sans l'aide d'un adulte, mais ça se fait comme ça. Ce que comprend le Percevin, et avec lui les autres premiers théoriciens, l'abbé de Grangeneuve et d'autres personnages, c'est: il n'y a peut-être pas à être si optimiste sur l'être humain, mais nous croyons, catholiques, que l'homme est fait par Dieu et fait pour Dieu. Autrement dit, si je le rends à sa nature, je lui fais découvrir qu'il est créé pour Dieu. Bien sûr, j'ai toujours besoin et de l'aide de l'adulte et de l'aide du Saint-Esprit. Mais le rendre à sa nature d'être créé, c'est le rouvrir à la possibilité de l'appel de Dieu, qu'il ne peut pas entendre dans l'artifice de la cité. Et donc, ce que dit Sevin, c'est Baden-Powell, qui n'était pas catholique, quoiqu'il fût chrétien, a pressenti en profondeur une réalité profonde de l'anthropologie catholique. Et c'est pour ça que nous ne devons pas déformer la méthode de BP. Au contraire, nous devons la respecter pour la faire fleurir dans sa potentialité. BP ça, étant Baden-Powell, j'imagine. Et ça, de la part de Sevin, c'était un coup de génie. Oui, c'était quelqu'un qui était très intuitif également, et c'est à lui que l'on doit la majorité des chants scouts, du cérémonial de tout le scoutisme catholique, qui a été repris ensuite par les scouts unitaires de France et puis les scouts d'Europe. Et puis il avait aussi ce souci de la formation. Le Percevin va lancer les camps-écoles où les chefs apprennent aussi à faire du scoutisme pour éviter les erreurs, parce que mener des garçons ou mener des filles, dans le cas des guides, eh bien, ça s'apprend également, ce n'est pas totalement inné. Voyez. Eh bien, justement, on va entendre la loi scout dite du Percevin. Vous allez certainement, Yves Combeau, me dire qu'elle n'est pas du Percevin et qu'elle n'est pas scout, mais on va essayer de l'entendre. Le scout met son honneur à mériter confiance. Le scout est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout.
La guide est amie de tous et sœur de tout autre guide. Le scout est courtois et chevaleresque. La guide est courtoise et généreuse. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les plantes et les animaux. Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Le scout est maître de soi. Il sourit et chante dans les difficultés. Le scout est économe et prend soin du bien d'autrui. Le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Alors, question, est-ce que ça se dit encore ? Oui. Parce qu'il y a un petit côté daté, tout de même, hein, non ? Ça se dit encore dans les principaux mouvements à pédagogie traditionnelle. Voilà. Donc, en fait, c'est la loi de Baden-Powell à la base. C'est lui qui a écrit une loi en 10 articles avec un petit complément. Et il y a eu des adaptations dans tous les mouvements. En France, le Percevin essentiellement, bien sûr, mais c'est la loi des scouts de France, qui est une loi à plusieurs mains. En réalité, moi, j'ai trouvé des manuscrits de l'abbé de Grangeneuve qui montrent bien que certaines formules lui revenaient, mais c'est un détail. C'est bien ce que je dis, c'est pas la loi du Percevin. Pas du Percevin tout seul. Mais c'est quand même scout. Tout à l'heure, le Percevin est extrêmement important, mais il n'est pas seul. Très bien. Tous les mouvements tournent un peu autour de la loi de Baden-Powell, qui reste la référence, et l'adaptent un peu en fonction de l'époque, du projet qu'ils sont en train de former, de l'évolution qu'ils veulent dessiner. Donc la loi que nous venons d'entendre est la loi que récitent les scouts d'Europe, les guides d'Europe, Et les scouts unitaires de France. Voilà. C'est ça que vous appelez la pédagogie traditionnelle. C'est ça. Qui représente une grosse moitié du scoutisme catholique en France, peut-être un peu plus. Les scouts de France les scouts et guides de France, maintenant, comme mouvement que nous allons appeler réformé, ont une loi un peu modifiée. On est à peu près dans la même ligne, mais quand même un peu modifiée. Ça nous introduit justement à ces questions de division du mouvement. Alors, on va peut-être faire juste un tout petit saut. Quand est-ce que ce mouvement qui, on voit bien, est en train de naître à partir de mouvements, de petites initiatives, s'unifie et puis après rééclate. C'est quoi la chronologie ? Donc, l'unification, c'est quand ? 1920. C'est 1920, oui. Ça va. Le moment où ça commence à... Alors, avant d'arriver jusque-là, 1920, ensuite vous avez ce qu'on appelle l'âge d'or, les années 30, où le scoutisme catholique, donc des scouts de France et des guides de France, parvient à... J'allais dire coloniser, non, parvient à s'implanter dans la majorité des diocèses, parce qu'il y a encore de nombreux évêques qui vont refuser l'arrivée du scoutisme catholique, comme le diocèse de Nantes, par exemple. Et puis ensuite, l'épreuve de la guerre, les années 50 avec le renouveau du scoutisme catholique, qui avait quand même pris un coup avec l'interdiction en 1940, et toutes les divisions, ce ne sont que les années 60. Donc ça n'arrive qu'au milieu des années. Ça nous donne la chronologie. Voilà. Alors on va revenir justement sur ce que vous venez de dire. Peut-être un mot sur la guerre. Alors la guerre, c'est un moment assez curieux. C'est-à-dire que les Allemands interdisent le scoutisme en 1940 très vite, et aussitôt la réaction est de dire on continue. Ce qui n'était pas forcément... Oui, c'était pas prévu. Pas forcément. Moi, je reste extrêmement surpris. J'ai fait des pointages pour Paris, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Paris. Et à Paris, il y avait 150 troupes en 1939. Au moment où les Allemands entrent dans la ville, il y a 150 troupes. Alors, je ne sais pas si... Je ne parle pas de la banlieue. 150 troupes dans Paris, 8 km sur 12. Sur ces 150, il y en a 2 qui ne rouvrent pas pendant la guerre. Ah oui, donc il y a 148 troupes résistantes, entre guillemets. Alors... C'est une semi-résistance, c'est-à-dire ils ne peuvent évidemment pas camper normalement, ils ont faim, ils ont froid, les transports sont difficiles, on ne porte pas l'uniforme, d'ailleurs il n'y a plus d'uniforme en vente, on prononce les promesses dans les appartements, on essaye de trouver des parcs fermés chez bonne maman pour faire un petit camp. Bon. Et puis après il y a les bombardements, mais en même temps les Allemands le savent et ils le tolèrent assez bien. Ce sont des gamins. Tout le monde sait que cette soi-disant colonie de vacances, en réalité c'est des scouts, mais on a même des exemples assez touchants d'officiers allemands qui passent la tête par le soupirail de la cave où est installé le local, et qui voyant les garçons pétrifiés d'horreur, disent « Oh, excusez-moi !» et se retirent poliment. Bon. C'était plus compliqué pour les aînés, notamment ceux qui étaient passibles du STO ou qui étaient susceptibles de s'engager en résistance et qui, eux, étaient pourchassés comme tels. La formation civique qui a été donnée aux scouts de France et aux guides de France, aux éclaireurs également, a incité beaucoup de jeunes garçons
et filles. Déjà en 1940, à ne pas refuser les responsabilités, jeunes officiers ou sous-officiers. Bon, l'un des plus connus, Guy de la Rigaudy, par exemple, ou le pilote René Mouchotte. Mais également, pendant la Résistance, ils se sont engagés. Hein, on trouve énormément de scouts et de guides. Le réseau des Pur-Sangs, par exemple, en Alsace, qui était un réseau d'évasion de guides de France. Eh bien, on trouvait énormément de jeunes qui s'engagent dans la Résistance. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la collaboration. Un historien disait justement que le scoutisme n'était pas du tout, même s'il a suivi à Vichy, hein, Vichy a été, il y avait beaucoup de scouts dans les instances de la Révolution nationale au début, mais le racisme, l'antisémitisme n'était pas du tout dans la culture de ces jeunes qui s'engageaient à ce moment-là. C'est bien parce que là, vous renversez un peu les préjugés tout à fait. mouvement militariste, donc forcément collabo. Au contraire, c'est tout à fait le contraire. Non, énormément de scouts se sont engagés dans la Résistance. Alors ça a quand même un impact, parce que le régime de Vichy, il est clair que sa dimension, d'abord la collaboration avec les Allemands, c'est une forme de capitulation constante, et son antisémitisme, etc., n'était pas admissible pour des catholiques et pour des scouts. Néanmoins, la forme de gouvernement qui était proposée, tout à fait, oui. C'est-à-dire un gouvernement d'union nationale assez peu démocratique, très paternaliste, avec une forte dimension sociale. Cette forme de gouvernement-là pouvait séduire des jeunes catholiques, de sorte que beaucoup vont conserver une vision de la société et de l'État qu'ils auront en fait forgée pendant la guerre avec Vichy. Pas forcément en soutenant Vichy, mais dans ce monde-là, notamment dans les cabinets ministériels, etc. Ce que vous décrivez, c'est pas propre aux scouts, c'est propre à tout le catholicisme français. C'est général au catholicisme français. Oui. Et on va glisser progressivement dans les 50 d'un antilibéralisme de droite, Vichy, à un antilibéralisme de gauche, la nouvelle gauche, le Parti socialiste forgé par François Mitterrand. Mais c'est les mêmes personnes. Mitterrand lui-même étant un bon exemple. Vous avez une autre tendance chez les Scouts de France et chez les Guides de France que j'ai appelée la tendance résistante. Bien sûr, les vrais parcours sont toujours très croisés. Qui est une tendance qui s'est élaborée dans le combat clandestin, et qui va manifester une très grande méfiance envers les institutions, les machines, qu'elles soient étatiques ou qu'elles soient ecclésiales ou qu'elles soient dans le scoutisme. Quand on a eu à éprouver l'hostilité constante de l'institution légitime pendant 4 ans, on n'a pas du tout envie de la subir à la sortie de la guerre. Et on va avoir en quelque sorte 2 tempéraments. Un tempérament plus baroude, moins institutionnel, alors du coup beaucoup plus attentif à la personne, au génie de chacun, à l'inventivité, mais aussi à l'opposition, au combat. Et puis une tendance qui va être une tendance à l'intégration dans un appareil, un corps social global, beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus lourde aussi. Et les deux vont profondément marquer le mouvement. Après la guerre, le scoutisme est quand même un petit peu abîmé, évidemment, 5 ans quand même où on a vécu en clandestin. Et les chefs, comme vous le dites, mon père, beaucoup de chefs refusent aussi les nouvelles structures et ont besoin d'autres modèles. Dans les années 30, on leur a présenté les Indiens et les chevaliers. Dans les années 50, il faut trouver autre chose. Et le jeune qui a besoin de jouer, qui a besoin de rêver, eh bien, va se tourner vers le commando, vers le parachutiste. Et c'est là qu'arrive la proposition Raeder de Michel Menu dans les années 1950, lui-même ancien officier de renseignement, parachutiste, et qui va bien relancer le mouvement des scouts de France. C'est quoi un Raeder ? Alors un Raeder, c'est un scout de première classe. La première promesse, deuxième classe, première classe, c'est la progression du garçon. Scout de première classe qui passe des épreuves spéciales, sportives, missionnaires, techniques, on fait beaucoup de mécanique. Beaucoup de mécanique, radio, de la moto, etc. Du judo. Voilà, sportive, le judo, effectivement. Rien que des sports un peu nouveaux, des choses qu'on n'avait pas vraiment faites jusque-là, de la natation, peu de Français nageaient à l'époque. De la natation un peu bon. Et il fait un grand raid personnel, il a une dimension spirituelle assez forte, il est quand même poussé dans cette direction-là. Et lorsqu'il a rempli toutes ces épreuves, au sein de sa troupe, il reçoit une distinction supplémentaire avec un magnifique insigne inspiré de l'insigne des parachutistes, donc un bouet et 2 ailes en argent comme ça, et un béret de couleur vert pomme, béret des commandos, et il est considéré comme étant toujours de service, c'est la formule du cérémonial. Il est donc mobilisable, en théorie du moins. Beaucoup de raiders ont servi pendant les grandes inondations de 55 et de 56 de France, qui ont été catastrophiques après l'hiver 54, où on voyait les raiders qui savaient nager, qui savaient faire du radeau, etc., aller chercher les gens dans les pavillons de banlieue inondés de la Seine-et-Marne. Donc mais on a beaucoup joué, le raider est utile, de fait il est utile. Mais Michel Menu est un vrai pédagogue. Il sait aussi que les garçons ont besoin d'images. Et donc il leur donne une image
qui est peut-être en réalité supérieure à la réalité. En fait, moi j'ai beau chercher, je ne vois pas de raiders qui sautent en parachute. Il n'y en a pas. Et il y a des raiders qui font du judo, ça, il y en a beaucoup. Ouais. Des raiders qui trifouillent des motocyclettes, il y en a pas mal. Des raiders qui montent dessus, à 15 ans, non. Ça, c'est l'aumônier qui montait sur la motocyclette. Et comme me le disait un brave Ouais. prêtre parisien qui a rejoint le Seigneur, mais que j'aimais beaucoup, qui avait été aumônier de raider avec passion pendant 10 ans dans ma paroisse, il disait, à bout d'un moment, l'archevêque a dû nous faire passer une note à nous, les aumôniers, parce qu'il y avait un taux de mortalité parmi les prêtres. C'est vrai. Ouais. Bon. Mais les raiders ont correspondu à une époque. Voilà, ce sont les années 50. À partir de la fin de la guerre d'Algérie, certains vont vouloir changer de modèle. Oui. Voilà. Juste avant, on va arriver à ce moment assez critique finalement de la fin des années 50, début des années 60. Parlez-nous quand même de la patrouille des castors. Enfin, ce que je veux dire, du grand âge d'or où on a l'impression que le scoutisme, c'est le mouvement de jeunesse. Le père Forestier, qui a été l'aumônier général des scouts de France après le chanoine Cornette, était heureux après la guerre de constater que, donc dominicain, le père Forestier, de constater que le scoutisme avait marqué la société, que les jeunes maintenant allaient en camping, qu'ils n'hésitaient pas à faire du feu dans la nature, qu'ils chantaient des chants scouts autour du feu, et il en était très heureux. Et la patrouille des castors, donc de Mitac, mais comme la collection Signes de piste avec les dessins de Joubert, qui lui était scout de France, les romans du Prince Éric, Serge Dalens, Yves de Verdillac, eh bien, ont permis aux valeurs scouts ou à l'idéal scout ou à la vie scout de sortir des troupes et des compagnies de guides pour marquer l'ensemble de la société, de leurs contemporains. Donc c'est en cela que la patrouille des castors a pu avoir une certaine importance, même si les aventures de la patrouille des castors, c'est pas toujours ce qu'on peut vivre quand même dans les troupes scouts classiques. Mais justement, est-ce que c'est aussi le moment où on répand ça en Afrique à travers les, parce qu'on est dans les colonies françaises à l'époque, Belges. C'est belge, comme vous dites, c'est belge. Absolument. En fait, il y a vraiment un moment où le scoutisme, oui, les années 50, où le scoutisme est si profondément inséré dans la société catholique et puis même en général, qu'il n'est pas imaginable qu'il ne soit pas dans le paysage. Je m'explique. Oui. Vous venez de faire allusion à la patrouille des castors, mais c'est tout Tintin et tout Spirou, les revues, qui sont en fait pleines de scouts. Donc des revues belges, vous avez bien raison de le souligner. Oui, effectivement, la grande bande dessinée franco-belge. Oui. Lorsqu'on Tintin fait son numéro de Noël, il y a toujours une grande couverture des RG où on voit Tintin et le capitaine Haddock qui vont vers la crèche ou vers l'église, et il y a immanquablement un scout, une patrouille, un louveteau. Il y a dans Spirou, pendant des années et des années, la rubrique des jeux était tenue par 2 petits louveteaux avec la casquette ronde typique des Belges. Donc il y a vraiment un sommet de pénétration du scoutisme dans la société. Ça, c'est très sensible. Et le malentendu va venir ensuite. C'est-à-dire, la patrouille des castors, ce sont des garçons, ils sont extrêmement sympathiques, ils sont très intelligents, ils sont très amis. Est-ce que c'est du scoutisme ? Pas sûr. Ce sont des héros habillés en scout. Pour revenir sur votre remarque sur l'Afrique et puis l'Asie aussi, les scouts de France, comme les guides de France, ont permis, d'abord ont implanté des unités en Afrique, donc Afrique du Nord, Alger, Oran, Constantine, Bougie, toutes les villes avaient, et des romans signes de piste s'y passent, comme le signe dans la pierre par exemple, et puis également en Asie. Donc on avait aussi bien des scouts de France, des guides de France, que des éclaireurs également. Je cite dans un de mes ouvrages sur la vie du colonel Jean Deuve, en particulier la création du scoutisme au Laos, où là, il n'avait pu faire un mouvement catholique, puisque les Lao ne sont pas... le catholicisme est minoritaire, mais où ce mouvement scout Lao, eh bien, a pu, là, pour le coup, servir véritablement d'auxiliaire à l'armée française en 53-55 lors de la guerre d'Indochine et donc la lutte contre les Viets. Ça c'est certain. Donc il y avait des scouts de France en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui étaient encadrés, alors surtout là, qui étaient encadrés par les missionnaires, véritablement. Moi j'ai eu l'honneur d'être chef de clan, donc le clan c'est l'unité des aînés, 17-18 ans, chef de clan de la 2e Le Caire, des scouts Wadi an-Nil, les scouts catholiques d'Égypte, qui avait été fondé par les Français dans les collèges, tenus par les pères ou par les jésuites. Et c'était une unité, nous étions
dans les années 2000, qui avait conservé la totalité de son identité française. Comme au Liban. Au Liban, c'est pareil également. Ouais. C'est-à-dire que les garçons parlaient en arabe, enfin en dialectal, mais les chants, la promesse, tout était en français. Ils avaient encore le casse-bosse et le foulard, ce qui, au Caire, quand il fait 40 degrés au printemps, est un exploit. Et cette marque profonde de l'influence du scoutisme catholique français, qui n'est pas semblable du tout au scoutisme anglo-saxon. Ce n'est pas ce qui se pratique ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis, qui n'est pas semblable au scoutisme allemand, pour autant qu'il ait existé, parce que, évidemment, avec la grande période nazie, il était interdit. Et pourtant, dans toutes ces parties du monde, dans toute l'Afrique, dans toute l'Asie, l'Afrique du Nord, il y a cette marque française. Je vous propose qu'on fasse une seconde pause. On va écouter un chant scout. Vous parliez de chant scout. Ça s'appelle « Oh ma troupe ». C'est par le chœur scout des Flandres. Oh ma troupe, 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 oh troupe chérie, que dans tes rangs l'on vit heureux. Garde-nous par Jésus-Marie, garde-nous toujours purs et généreux. C'est ta loi qui nous rassemble, ton serment qui nous unit, c'est ta croix qui tout ensemble nous décore et nous bénit. Oh ma troupe chérie, que dans tes rangs l'on vit heureux. Garde-nous par Jésus-Marie, garde-nous toujours purs et généreux. L'idéal que tu fis naître en nos cœurs ensoleillés nous enflamme et nous voulons être scouts de France et vrais chevaliers. Oh ma troupe chérie, que dans tes rangs l'on vit heureux. Garde-nous par Jésus-Marie, garde-nous toujours purs et généreux. Rassemblés souvent sur terre pour chanter autour des feux, nous serons tous un jour mes frères, près du Père qui règne aux cieux. Oh ma troupe chérie, que dans tes rangs l'on vit heureux. Garde-nous par Jésus-Marie, garde-nous toujours purs et généreux. Oh ma troupe chérie, que dans tes rangs l'on vit heureux. Garde-nous par Jésus-Marie, garde-nous toujours purs et généreux. Voilà. Alors, Christophe Carichon, on a entendu qu'il y avait des filles dans ce chœur. Et on a donné peut-être l'impression dans ce début d'émission que vous ne parliez que des garçons. C'est pas vrai du tout. Non. Les deux mouvements, les mouvements des filles et des garçons, ont une histoire à peu près semblable en fait. Les garçons prennent de la place, plus de place peut-être, et sont peut-être aussi plus sujets aux divisions et aux polémiques. Les filles, déjà il y en a au sein des scouts de France dès les années 1920, puisque ce sont des jeunes filles qui sont cheftaines des louveteaux. Les louveteaux, donc la branche cadette entre 8 et 12 ans, et qui les emmènent sur les pas de Mougli et de Saint-François d'Assise, parce qu'il a fallu aussi catholiciser cette pédagogie britannique qui avait tendance à ne pas beaucoup plaire à certains aumôniers. Donc il y a des jeunes filles qui s'occupent des petits garçons, assez mal vus d'ailleurs dans les années 20, hein, ces jeunes filles qui vont courir les bois avec les petits garçons, c'est pas très bien vu. Et puis évidemment il y a ce scoutisme féminin des guides de France, fondé en 1923, au début par des dames patronesses quand même, mais qui vont ensuite être prises par des jeunes filles et qui vont copier totalement le mouvement des scouts de France, autant dans les textes que dans la manière de camper, que dans les noms
de patrouille, enfin ils disent équipe, mais c'est la même chose. La grande différence quand même est que l'aumônier ne peut en aucun cas être sur le camp des guides. Il a un indulte, mais il doit être dans une propriété attenante parce qu'il ne peut pas évidemment camper avec les jeunes filles. Mais autrement, c'est tout à fait la même chose. Les noms d'animaux pour les patrouilles, en effet, je vous ai dit, la promesse, la loi, les chants sont les mêmes. La place de l'aumônier dans une unité de scouts et de guides mériterait un second livre. Parce que c'est compliqué. Oui. C'est passionnant. Ouais. Mais c'est pas du tout la même chose. L'aumônier est un homme. Pas du tout. Il ne peut pas tourner autour du pot. Oui. Quand je suis avec les garçons, c'est pas du tout la même chose que lorsque je suis avec les filles. Oui. Et vraiment, on doit déployer, bien que le cadre pédagogique soit le même, on doit déployer deux pédagogies tout à fait différentes, nous, le prêtre. Alors effectivement, les filles ont copié les garçons, pas par servilité, mais au contraire par volonté. C'est-à-dire que le sous-entendu, c'est que les filles ne pouvaient pas faire ou ne devaient pas faire comme les garçons, qu'une fille qui campait, c'était une souillon, qu'elles n'en avaient pas le courage, que les faibles femmes, ceci. Et en fait, la démonstration, c'était regarder ce que les filles peuvent faire et en quoi cela contribue à leur féminité. Tout le discours des guides de France, du début jusqu'à la fin, sera un discours catholique, évidemment, profondément catholique, et féministe. Oui. Avec cette forte démonstration. Et de dire, si, la fille qui est maîtresse de son corps, qui sait marcher, qui sait faire du sport, qui sait allumer du feu, qui sait organiser, qui sait lutter contre les éléments, c'est une femme parce que la femme est forte. Une fille qui sait regarder la nature, qui sait contempler, mais c'est sa sensibilité féminine, et ainsi de suite. Et qui sait aussi manier la hache, la scie, faire des mi-bois, des tenons mortaises. Elles le font aussi, elles font de l'excellent scoutisme là encore, dès les années 30. Donc vous diriez que c'est un outil de promotion féminine oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Ouais. Alors, on a dit c'est un mouvement catholique et il va arriver à ce mouvement catholique ce qui arrive à toute l'Église catholique dans les années 60, c'est la montée en puissance d'un certain nombre de tensions, enfin tensions idéologiques. Le scoutisme n'y échappe pas. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et il vous reste très peu de temps pour nous l'expliquer. En gros, le mouvement des scouts de France vote une réforme pédagogique complète de la tranche médiane, c'est-à-dire la troupe, le scout, la branche reine, si vous voulez. L'éclaireur, oui. On la coupe en deux. Avant, ça allait de 12 à 17 ans. Maintenant, ça va de 12 à 14, puis de 14 à 17. Par le fait, la patrouille est supprimée, ainsi que tout le système de relations à l'intérieur de l'unité. Les activités qui étaient très ludiques, très gratuites, très dans la nature, avec des dimensions d'apprentissage technique, mais sont désormais très tournées vers la cité, le chantier, la construction, la société. On est en plein dans les années 60. Hein. Enfin, c'est voilà, le concile, avec une forte dimension démocratique qui va poser d'énormes problèmes de mise en œuvre. Ouais. Alors, tout cela est pris en fonction de considérations internes au scoutisme. Peut-être y avait-il usure de la méthode, certainement usure de l'image. Il y avait usure de la méthode. La méthode Raeder, en effet, là, il n'y a aucun doute, il y avait cette usure et certains espéraient autre chose, un autre modèle. Voilà. Et puis, il y a les questions de ce qui entoure le scoutisme. On est dans les années 60, on est en plein pendant le concile. C'est intéressant de voir qu'ils commentent les documents conciliaires et les appliquent à leur cas, alors que les documents en question viennent de sortir. Ils sont tout frais, ils sont encore humides de l'imprimerie. Et puis, l'évolution de l'école, puisqu'on va trouver dans la réforme des scouts de France une très forts échos de ce qui est en train de se passer au collège-lycée en France à ce moment-là. Y compris des questions de mixité, y compris des questions Alors la mixité va arriver juste après, il y a quelques années de décalage, mais oui, ça en fait partie. Et cette réforme est donc très profonde, intelligente, certainement réfléchie. Le drame, c'est son application. C'est qu'elle est obligatoire. C'est une imposition, à la différence de la proposition Raeder. Et elle est, non seulement elle est obligatoire, mais elle va être imposée d'une manière excessivement maladroite, avec beaucoup de violence, dans certains cas, dans certaines provinces, dans certaines régions, et sans nuance. Malgré la volonté de certains chefs voulaient cette nuance, voulaient discuter, mais on est vraiment là dans un point d'achoppement qui a été dramatique pour beaucoup de jeunes. Je vais dire quelque chose d'hyper polémique, mon père, mais c'est un peu comme le Concile Vatican II. Ah ben absolument. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de... D'ailleurs, ce que j'allais dire, c'est... Enfin, le Concile... Enfin, les décrets... Son interprétation. Son interprétation. Le Concile dit des choses, et c'est très intéressant de voir qu'en France, on lit d'autres choses. C'est très frappant. J'ai pris l'exemple, à propos du Concile, du concept de socialisation. Le concept de socialisation, c'est l'idée que l'homme progresse au même pas que la société, et que la société façonne l'homme.
ce qui est une idée philosophiquement contestable, mais qui est une idée conciliaire. Et les pères conciliaires la prennent comme acquise, mais ajoutent à la socialisation doit s'ajouter la personnalisation, c'est-à-dire que l'homme progresse par la société, mais l'homme doit aussi progresser en tant qu'homme et en tant que personne. Les scouts de France lisent ça et s'arrêtent au mot de socialisation. Je n'ai jamais lu nulle part le mot de personnalisation, alors que la socialisation emplit des rapports généraux d'Assemblée générale. Et donc, l'interprétation du concile, elle est déjà passablement biaisée. Je ne veux pas dire qu'il y a de la mauvaise foi ou du mensonge, pas du tout. Mais je constate... Vous faites le même constat que le pape Benoît XVI, qui dit qu'il y a eu le concile, c'est la même chose. Couche, on est en 64, 65, 66, les bitniques, 67, 68. En quelques années, la société dans son ensemble connaît un basculement considérable, avec une remise en cause des autorités, une remise en cause des communautés, ce qui est paradoxal, parce qu'on insiste, la socialisation, c'est vraiment l'avènement de la communauté comme étant le lieu naturel de l'homme, et on casse les communautés, en fait. Ouais. L'abandon des formes, des structures, et là, du coup, vous avez des pionniers qui sont à peine réformés, qui n'ont pas tellement voulu l'être, qui n'ont aucune envie d'aller se taper une semaine de bétonneuse sur un chantier national pour promouvoir Dieu sait quoi, et qui se laissent pousser les cheveux, et qui partent en autobus vers la Yougoslavie, et le mouvement part complètement en vrille. L'uniforme est abandonné aussi, les textes sont changés à ce moment-là, et puis, alors certains s'y trouvent très bien, il avait été d'ailleurs préparé par les raiders d'une certaine manière, et puis d'autres vont s'opposer, certains là aussi violemment, la violence accoucheuse d'histoire, s'oppose violemment, et puis d'autres vont essayer de discuter. Et on est là à l'origine donc des deux grands mouvements, plus ou moins, dans ces années-là. Présentez-les-nous. Les scouts d'Europe et puis les scouts unitaires de France. Alors ils sont très différents. Les scouts d'Europe, c'est d'abord une association qui est, vous me coupez, père, vous n'hésitez pas, qui est au début autrichienne, et la branche française va prendre corps dans le groupe dit Blaymore des scouts bretonnants de Paris, qui vont se rattacher à ce scoutisme européen et en y voyant une opportunité de développer leur idée nationale bretonne, alors qu'ils font partie des scouts de France et des guides de France. Et de là, ils vont rameuter, si on veut, beaucoup de déçus de cette réforme, mais qui ne sont pas du tout des idées des fondateurs, Pierrig, Lizig, Géraud, Kéraud. Donc on a d'un côté ces scouts d'Europe, mais qui refont un peu une hiérarchie aussi dense que celle des scouts de France, et puis les scouts unitaires parce qu'ils gardent l'unité de la patrouille, les scouts unitaires de France, eux, qui sont des initiatives parisiennes, mon père, mais également provinciales, et qui vont essayer eux aussi de fédérer leur mécontentement vis-à-vis de la réforme. En fait, les époux Géraud Kéraud, donc pour les scouts d'Europe, et leur entourage, là encore de brillantes personnalités qui sont peut-être un peu aujourd'hui oubliées, mais qui ont énormément compté, qui sont des chrétiens vraiment d'envergure intellectuelle et spirituelle, ont voulu construire un mouvement qui serait quelque chose de nouveau, qui ne serait pas les scouts de France d'avant, qui serait très très dans l'esprit du concile. En fait, je dis dans mon livre, c'est presque une communauté nouvelle. D'ailleurs, statutairement, canoniquement, c'en est une. Et où on s'engage dans le mouvement pour toute sa vie, aussi bien comme jeune que comme adulte, dans un univers qui est un microcosme de l'Église, organisé, hiérarchisé par le fait, avec une pensée donnée, un souci de la mission, un souci d'agir collectivement comme mouvement dans l'Église, des formes propres, presque des rites propres, c'est vrai pour les rassemblements d'aînés en tous les cas, donc quelque chose de très très fort. Et aussi un positionnement social, et éventuellement un positionnement politique, au moins par sous-entendu. Chez les scouts de France, qui n'acceptaient pas la réforme, certains se sont reconnus dans cette proposition des scouts d'Europe, qui a le mérite d'une très forte cohérence et d'une authentique fidélité au concile. Donc quelques-uns les ont ralliés. Et donc quelques-uns, et en fait un assez grand nombre. Sur le terrain, pas mal d'unités, alors peut-être pas en bloc, mais qui ont fini par passer au scouts d'Europe. D'autres disaient, non, moi j'ai pas tellement envie, d'abord j'ai pas envie de perdre mon identité d'ancien scout de France, parce que c'était mon mouvement. Ensuite, ce modèle-là, je peux le respecter, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse moi. Je voudrais un mouvement qui ne soit pas un machin hiérarchique pesant. Je voudrais un mouvement où je puisse faire du scoutisme tranquille,
selon les pédagogies et dans les formes dont j'avais l'habitude. Baden-Powell et le Percevin. C'est ça. Baden-Powell, Percevin, C'est etc. ça. Plus une forte influence Michel Menu, et qui me fiche une paix royale. Et je sais que c'est une définition très négative et un peu moqueuse. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est de dire, il est entendu que la base de la pédagogie, telle qu'elle a été définie par les fondateurs, c'est la permanence anthropologique du jeune, fait par Dieu et pour Dieu. Je reviens à la base. Oui, oui. Et que la pédagogie est entièrement construite là-dessus. Donc il n'y a pas besoin de rajouter des couches, parce que qu'on soit en 70 ou qu'on soit en 1920, le jeune est le même. Et l'empreinte culturelle sur lui est indéniable, mais elle n'est pas suffisante à changer sa nature. Donc je veux rester sur cette méthode-là, parce que je crois en l'anthropologie, à la stabilité de l'anthropologie du jeune, qui est une anthropologie chrétienne. À partir de là, on a donc un tiers mouvement. C'est-à-dire, je ne peux pas rester chez les Scouts de France qui me fichent à la porte, je ne veux pas aller chez les Scouts d'Europe. C'est les Scouts unitaires. On arrive à la fin de l'émission. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors c'est vrai que les historiens n'aiment pas faire de l'histoire du temps présent, hein, mais où est-ce qu'on en est? C'était une émission historique, hein, il va y avoir sur KTO de nombreuses émissions pour fêter ces différents centenaires. Là, historiquement, on a vu l'évolution, mais je vous demande un petit peu, qu'est-ce que vous pressentez, qu'est-ce que vous voyez du scoutisme actuel? Ce que je vois, c'est ce que disait le père Doncker, un jeune officier tombé en 1916, le sous-lieutenant Dell. Et le sous-lieutenant qui était blessé s'inquiétait de savoir si ses petites recrues suivaient. Et le père Doncker lui a répondu « Oui, Dell, ça suit ». Et je pense, oui, ça suit. On a toujours aujourd'hui, y compris pendant la période de Covid, eh bien, des week-end scouts. On a des jeunes qui mettent un foulard, qui ont un uniforme, qui ont les genoux nus, y compris quand il fait très froid, et qui vont manger à peu près chaud dans la forêt. Oui, ça suit. Il y a plusieurs... alors, les chiffres sont ce qu'ils sont, mais il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de scouts catholiques en France parmi les 3 mouvements et qui vont encore camper cet été pour la plus grande joie de leurs parents, j'espère, et puis d'eux-mêmes avant tout, où ils vont pouvoir, vous voyez, un scout ou une guide qui fait un week-end en plein hiver, il a fait quelque chose que ses copains de classe n'auront pas fait et ne feront pas. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Et ça, je pense que c'est très positif. Ça reste un mouvement catholique. Alors, ça reste un mouvement qui est largement catholique, oui. Il y a une certaine diversité, vous savez, d'opinions dans le catholicisme, sur ce qu'est le catholicisme, et notamment sur ce que c'est que d'être un catholique. Par rapport à la vie sacramentelle, par rapport à la conviction intime, par rapport à la foi. Bon. Les scouts et guides de France, qui sont le résultat de la fusion des scouts et des guides de France, et qui sont réformés, depuis les années 80, se veulent un mouvement d'éducation populaire ouvert à tous. Cela a un impact immédiat. C'est-à-dire que la majorité des familles ne sont pas chrétiennes, ou bien sont chrétiennes, mais simplement de dénomination, non pas de pratique chrétienne. Par conséquent, la pastorale mise en place chez les scouts et guides de France, elle sera assez différente de ce qu'elle était autrefois, pour faire bref. Et puis, vous avez aussi un questionnement chez les scouts et guides de France, c'est c'est un questionnement, est-ce que nous sommes un mouvement destiné, comme tel, à évangéliser les jeunes qui nous sont confiés ou pas? Je laisserai cette question-là ouverte. Et les autres mouvements? Les 2 autres mouvements sont des mouvements qui sont destinés aux jeunes catholiques ou qui désirent l'être, on peut admettre des non-baptisés, mais s'ils vont vers le baptême, et qui sont donc des mouvements qui se posent, c'est la position classique, comme le complément de l'éducation chrétienne pour les enfants qui sont confiés par les familles et par les paroisses, par les écoles. Et ça change absolument tout, parce que du coup... il est bien entendu que, puisque ce sont des chrétiens, nous allons appliquer le parcours chrétien d'un bout à l'autre, c'est-à-dire que la perspective qui est offerte aux jeunes, ce n'est pas d'être un bon citoyen, une bonne citoyenne, etc. Non, c'est d'être un saint. Donc je change d'ordre, je change de visée. Dans le scoutisme classique, et c'est ce qui pour moi fait son génie tout à fait unique dans l'histoire de l'Église, on passe du plus contingent, du plus charnel, du gosse à 4 pattes en train de souffler sur son feu, comme vous le disiez justement, qui sent un peu le chien mouillé quand même, et qui est en train de dire des gros mots parce que le feu ne s'allume pas. Et en même temps, il y a sur lui un projet de sainteté du Seigneur, et il le sait, parce que ses frères scouts le lui ont dit, ses chefs lui ont dit, son aumônier lui l'a dit, et il le sait.
Et ça, c'est extraordinaire. Et il essaye de l'appliquer. Et il essaye de l'appliquer. Merci beaucoup. Alors, pour aller plus loin, 2 livres. Yves Combeau, vous venez de faire paraître aux éditions du Cerf, toujours prêt. On a un tout petit peu de temps, vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu faire dans ce livre. Je vous remercie. Donc, c'est le premier ouvrage proprement historique qui s'intéresse aux 3 grands mouvements essentiellement. Donc, en essayant de retracer le parcours pédagogique, intellectuel, ecclésial, qui a conduit à la division, mais aussi à la justifier dans le sens intellectuel du terme, c'est-à-dire à dire pourquoi ce choix-là ou ce choix-là, et d'accompagner cette évolution jusqu'à aujourd'hui avec, disons, une objectivité et aussi un esprit critique d'historien. Et puis Christophe Carichon, vous allez faire paraître, c'est pas encore, c'est presque chaud, mais c'est pas encore là, les fondateurs du scoutisme aux éditions Artege. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce livre? Alors 15 biographies des fondateurs du scoutisme catholique, le Père Sevin dont on a parlé, le chanoine Cornette, Michel Menu, jusqu'au au plus récent, donc Périg et Lizig Géraud-Caroul pour les scouts d'Europe, et puis quelqu'un dont on n'a pas parlé, à mon avis très important également, Pierre de Montjamon, qui a été le premier président des Scouts unitaires de France. Merci à tous les deux, merci de nous avoir fait découvrir cette histoire complexe. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.